L'ICSI et la Fondation avaient dans leur mission initiale la nécessité de favoriser le développement de la culture de sécurité dans toutes ses dimensions, humaines, techniques, sur les règles, les procédures, etc. Mais elle avait aussi deux autres missions qu'il ne faut pas oublier. La première était de favoriser le développement de la culture sécurité au niveau de la société civile et puis de favoriser également un pont entre l'industrie à risque et son environnement sur les questions de sécurité. Ces deux missions nous mettent au cœur des territoires, puisque sur ces deux missions, les acteurs clés, ce sont des acteurs comme l'élu, la réglementation bien sûr peut aider, les associations, les citoyens au sens large, les collectivités au sens large. C'est ce sujet des risques et du territoire que je propose de traiter maintenant avec nos nouveaux invités que j'appelle à monter au plateau. Et j'appelle Alban Bruno, président d'Amaris, une association de collectivités engagées dans la prévention des risques industriels, maire de Gonfreville-Lorcher, vice-président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. J'appelle aussi Arnaud Gossement, avocat, un des meilleurs spécialistes de droit de l'environnement et professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'appelle également Pierre Lénel, sociologue, attaché au CNAM CNRS, qui a en particulier travaillé sur plusieurs études sociologiques importantes à Fezin et à Rouen plus récemment. J'appelle également Guylaine Verrier-Leblanc, directrice générale de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Et j'appelle enfin Frédéric Courant, journaliste scientifique, co-animateur bien connu de C'est pas sorcier, et qui a présidé récemment la mission pour la transparence, l'information et la participation de tous à la gestion des risques majeurs suite à l'accident Lubrizol et à la demande du ministère de la Transition écologique. Quelle est donc la place du maire, de l'échelon local en matière de prévention des risques? Comment intéresser la population déjà? Ensuite, lui donner de l'information, lui faire participer à la prévention des risques majeurs. Est-ce que le cadre réglementaire peut nous y aider? Qu'est-ce qu'il a permis comme avancée et qu'est-ce qui reste à faire? Tout un ensemble de questions que nous allons traiter ensemble, sur lesquelles on attend beaucoup de vos réponses et que je propose d'introduire par une nouvelle vidéo qui retrace les actions faites depuis la loi Bachelot en 2003. La loi Bachelot a apporté une grosse modification en termes d'approche des risques majeurs, en particulier sur les risques industriels, les risques technologiques. Et puis elle a mis en évidence qu'il y avait un gros problème de sécurité dans les entreprises à risque. Il y avait vraiment trois volets importants. Le premier, c'était la réduction des risques à la source. Le deuxième volet, c'était le plan de l'urbanisme. Et le volet information et participation citoyenne. Il y avait 3 acteurs parmi les 5 acteurs qui étaient dans l'instance de concertation qui avaient l'habitude déjà de dialoguer ensemble, qui sont donc les industriels, les collectivités et l'État. Et là, donc, avec cette volonté de créer une culture du risque au sein de la population, ont été intégrés 2 nouveaux acteurs que sont les salariés et la population au sens large, donc les riverains. L'usine a été obligée un petit peu de s'ouvrir au public. Ça a permis aussi, je pense, à certaines collectivités de se ressaisir un peu de la question des risques industriels sur leur territoire. Lorsqu'on pose la question, par exemple, en cas d'accident, vers qui vous retourneriez-vous spontanément pour avoir de l'information? Les réponses qui sont immédiatement données, c'est les pompiers et l'élu. On sent que l'élu est l'interlocuteur naturel, légitime au niveau du territoire. Mais au niveau de l'inclusion du riverain, on n'y était pas. Quand ces instances se sont créées, on a eu un peu une problématique de la chaise vide, c'est-à-dire que le collège riverain était difficile à faire exister parce qu'il n'y avait pas de volontaires. Donc déjà trouver des personnes qui acceptent de se mettre dans cette position indélicate de non-sachant dans une instance où il y aura des personnes plus compétentes et plus qualifiées qu'eux techniquement. Et on a aussi des initiatives locales qui vont au-delà de cette approche réglementaire. Je vais citer ici l'exemple de Fezin, où il y a eu une étude sociologique qui a permis de dessiner les ressorts d'une instance de participation qui serait pérenne et qui fonctionnerait. Un dispositif de démocratie participative qui serait dédié aux risques technologiques et qui réunirait les habitants, la plateforme de raffinage et la ville. Le premier mandat de la conférence riveraine a vraiment été dédié aux risques industriels
avec la mise en place du PPRT. Ce qui ressortait vraiment, c'était l'incompréhension entre les uns et les autres. Et il a fallu beaucoup de pédagogie de la part des représentants de Total de l'époque pour faire comprendre déjà l'activité de la plateforme de raffinage. Je me souviens de relations qui étaient tendues, qui étaient parfois dans l'incompréhension, tout simplement parce qu'on n'avait pas les bons mots. Je pense qu'il y a eu un regard qui a quand même changé, que les industriels ils ont largement réfléchi en se disant on ne peut pas continuer, il faut qu'on joue la transparence. Cette transparence qu'on a change complètement la nature des débats. Ça, c'est très clair. Il y a une sorte de crédit mutuel et de confiance qui n'existait pas nécessairement dans les premières heures. Il faut que le citoyen soit le propre acteur de sa sécurité. Alors c'est facile de dire ça. Comment y arriver? Il faut pouvoir aller donc questionner sociologiquement les personnes pour savoir de quoi parler. À travers l'étude qu'on a réalisée à Rouen, par exemple, on a pu mesurer que 98% des répondants demandaient une information accrue en matière de risque industriel. Il y a un autre risque qui vient percuter la question du risque technologique, c'est le risque naturel. Aujourd'hui, on sent une tendance à prendre ces questions environnementales davantage sous le prisme du lien entre santé et environnement. Typiquement, à Rouen, le profil des personnes qui ont majoritairement répondu à l'enquête étaient des femmes, mères de famille, entre 30 et 40 ans, plutôt cadres. Et ce qui les intéressait, c'était la problématique de la santé de leurs enfants. À l'image du risque qui est pluriel, qui est multidimensionnel, il faut aborder ces questions-là de façon systémique. Donc il faut essayer de rééquilibrer une approche technique et réglementaire avec l'apport des sciences humaines et sociales et se dire qu'on ne peut plus faire sans les gens, sans co-construire, essayer de co-construire avec eux. Et c'est plus une question de posture finalement de l'ensemble des parties prenantes. Moi je dirais qu'il faut de l'écoute mutuelle, de la transparence, de la pédagogie, de la sincérité et une forme de responsabilité réciproque quelque part pour pouvoir bâtir un avenir durable et souhaitable au niveau des territoires et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Cette vidéo introductive témoigne donc des le mérite. On peut les applaudir. Merci. Donc on voit à travers cette vidéo des évolutions importantes qui ont notamment été introduites, et c'était sa volonté par la loi Bachelot en 2003, notamment en matière de réduction du risque à la source, de maîtrise de l'urbanisation, d'information et de concertation citoyenne. Arnaud Gossement, vous êtes un spécialiste du droit de l'environnement, vous êtes avocat. Quel bilan vous faites de la mise en œuvre de cette réglementation, notamment en matière d'information et de participation citoyenne sur le risque industriel? Est-ce que selon vous, les objectifs sont atteints 20 ans après? Merci de votre question. Merci beaucoup aux organisateurs de cette rencontre. Effectivement, je suis avocat, donc je n'ai qu'un point de vue juridique. Et avant toute chose, en introduction, je tiens à souligner à quel point je partage le propos de Marc Senand de l'ICSI, notamment lorsqu'il souligne l'importance du rôle du maire, très important, et également l'importance de la sociologie. Il y a cette citation que j'aime bien d'un grand sociologue qui s'appelle Michel Crozier, qui dit qu'on ne change pas une société par décret. Et donc, bien souvent, on a tendance à faire l'inverse. Pour avoir une culture du risque et une culture du dialogue, on se dit qu'on va changer la loi et qu'ensuite la société va changer, va avoir une meilleure culture du risque et une meilleure culture du dialogue. Ce n'est, je pense, pas exact. Aujourd'hui, la loi multiplie les procédures de concertation, de consultation, d'information, et pourtant, je n'ai pas le sentiment que nos concitoyens, qui sont beaucoup plus intéressés encore qu'il y a 20 ans par les questions de risques, notamment industriels, ou des questions de risques environnementaux, sanitaires, j'ai pas l'impression qu'ils se sentent beaucoup mieux informés et pas non plus qu'ils se sentent beaucoup mieux associés à la décision publique. Le problème que nous avons en droit, c'est qu'on a une multiplication des procédures depuis la loi Bachelot 2003, et ça part souvent d'un bon sentiment. Dernièrement, par exemple, la loi sur les énergies renouvelables de 2023 crée les comités de projet. La loi sur l'industrie verte qui va être publiée la semaine prochaine crée à nouveau des réformes de la procédure d'association des citoyens en matière d'autorisation environnementale. Et en fait, on ne se pose pas un certain nombre de questions et on a besoin de l'aide des sociologues pour ça. Et puis des élus aussi, surtout. À quoi servent ces procédures? Ça sert à associer des gens, ça sert à les convaincre de décisions qui sont déjà prises, ça sert ensuite à avoir moins
moins de ZAD, de conflits, ça sert à quoi exactement? 2, quand on voit certaines enquêtes publiques qui n'attirent personne, on peut se demander à ce moment-là à quoi ça sert de mobiliser des fonds et des hommes et des femmes pour le faire, même si je suis un très grand partisan de ce type de procédure. 2, on ne se pose pas la question non plus de quand est-ce qu'on l'a fait. Si on organise une concertation, par exemple, au hasard de l'actualité sur une autoroute, au moment du projet, c'est-à-dire au moment où en fait l'État sait que le projet va se faire ou qu'il va l'autoriser, évidemment on se dit il aurait mieux valu le faire au stade du plan. C'est-à-dire au stade, je ne sais pas, du PPRT, du PLU. Alors, il y a des procédures de concertation à ce moment-là, mais l'information sur ces procédures de participation ne fait pas recette. C'est peu de dire qu'elles n'intéressent pas beaucoup les parties prenantes et que donc on se mobilise au moment où on est au stade projet, alors qu'on aurait dû peut-être participer en amont au stade de la planification dans un monde idéal. Et puis même, on peut trouver parfois des dérives, c'est-à-dire des procédures de participation qui sont exploitées pour nourrir le contentieux, ou au contraire des procédures de participation qui sont empilées pour freiner une activité. Je pense par exemple typiquement à la procédure de comité de projet qui est fait pour rallonger, on va se parler franchement, les procédures d'autorisation des parcs éoliens. Alors que la vraie question c'est oui ou non, est-ce qu'on veut de telle activité par exemple? Ça suppose un vrai débat démocratique. Donc oui, la réglementation avance, la réglementation prouve le souci du législateur d'associer, mais je pense qu'on ne s'en sortira pas tant qu'on n'aura pas la même réforme qu'en droit du travail. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, souvent dans ces procédures de concertation projet, on pense à l'environnement, on pense à la santé, on pense aux riverains de plus en plus, mais il y a un grand absent de ces débats publics, de ces enquêtes publiques, je trouve, à mon échelle, ce sont les salariés. Les travailleurs, les gens qui travaillent dans les activités qui sont soumises à autorisation. Ça, c'est un peu l'angle mort. Lorsqu'on va parler d'un projet d'usine, on va souvent parler de ces émissions de gaz à effet de serre, de ces risques d'explosion et autres, mais alors le salarié, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'études de danger qui sont faites, mais ensuite, dans le débat citoyen, c'est un peu l'angle mort quand même. Au final, je pense que, voilà, je jette une proposition, je pense qu'on a besoin d'un dialogue environnemental à l'échelle du dialogue social qui existe déjà en droit du travail, qui n'est pas structuré en matière environnementale et sanitaire. Ça veut dire qu'est-ce que c'est que les parties prenantes? On le sait pour les syndicats de salariés, mais de l'autre côté, pour les riverains, les associations de défense de l'environnement, etc., c'est quoi les critères de représentativité, de légitimité? Comment on les associe? Comment on ne fait pas concurrence aussi à la démocratie représentative et donc à l'importance des maires? Bref, voilà, je ne fais que jeter en pâture, excusez-moi, des questions que vous connaissez déjà, mais c'est le point de vue du juriste qui... En tant qu'avocat, je vois souvent les trains qui n'arrivent pas à l'heure aussi. Sinon, on ne me saisit pas. Quand tout va bien, on ne saisit pas un avocat. Donc voilà, c'est peut-être un miroir déformant que le mien. Je prends une des dernières perspectives que vous venez d'évoquer, notamment l'importance du rôle du maire. J'en ai un à ma gauche, j'ai la chance. Alban Bruno, vous êtes élu local, vous êtes aussi président d'Amaris, qui est une association qui regroupe un grand nombre de collectivités engagées dans la sécurité industrielle. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous rappeler le rôle de l'élu local aujourd'hui en matière de gestion des risques industriels? Et puis après, nous faire partager si selon vous, ces dernières années, il y a eu une évolution notable ou des points qui méritent d'être renforcés. Tout d'abord, merci Yvan pour cette invitation. Permettez-moi de souhaiter un bon anniversaire à l'ICSI, 20 ans, quel bel âge de la vie. Merci pour ce que vous faites, ce que vous apportez en matière de sécurité pour tous ceux qui réfléchissent à tous ces sujets. Alors effectivement, la position des maires a évolué, notamment avec la loi Bachelot en 2003, où le maire est de plus en plus au centre des dispositifs à mettre en œuvre sous le coup de l'évolution de la réglementation et parfois avec des difficultés certaines à surmonter. Et le maire est aussi en première ligne en cas d'événements majeurs, en cas de gestion de crise, alors que le maire, en fonction des communes, parce que notre association que j'ai l'honneur de présider regroupe un petit peu des communes de taille variable, qui accueillent sur leur territoire des sites Céveso seuil haut, et en fonction des communes, des intercommunalités, les moyens et les organisations peuvent être complètement différentes. Et là, la difficulté peut être sérieuse pour l'élu local, pour le maire concerné. Et puis le maire est, j'ai envie de dire, en première ligne, à portée de baffe, comme on dit souvent. Donc quand tout va bien, quand l'activité industrielle est respectueuse de l'environnement, se passe bien, ça va. C'est bon pour le territoire, c'est bon pour les habitants qui y vivent. Mais quand il y a des événements ou des choses qui vont un peu moins bien,
forcément que les populations se tournent bien légitimement vers les élus locaux. Et là, les élus locaux peuvent se trouver un peu en difficulté. Donc c'est pour ça que notre association essaye de regrouper ces élus, crée des réseaux de techniciens pour essayer d'apporter des solutions et apporter des solutions et des solutions pour les élus locaux. Voilà ce que je pouvais dire. Et puis, un mot sur la réglementation, les fameux PPRT de la loi Bachelot. On vient de faire un bilan avec notre association. 20 ans après, la loi Bachelot, où en sommes-nous? On peut dire que le bilan est pas très glorieux d'un point de vue national, mais ce qu'on s'aperçoit, ça c'est la note d'espoir, c'est qu'à certains endroits, ça a fonctionné. Et les endroits où ça a fonctionné, c'est les endroits où la capacité de dialogue, de faire en commun, que ce soit avec toutes les parties prenantes, les citoyens, les industriels, les collectivités locales, les services de l'État, avec un volontarisme certain pour aller au bout, eh ben ça fonctionne. Et les endroits où il n'y a pas eu ce dialogue, alors ce dialogue, qui doit le porter, qui doit l'impulser? Alors on peut avoir des territoires où ça va être l'industriel qui va être volontaire, d'autres territoires où ça va être l'élu local ou les services de l'État, mais on voit que tout ça, c'est assez difforme. Et la réussite de la mise en œuvre de ces plans en faveur de la sécurité, c'est cette capacité à faire ensemble, à faire du commun et à associer toutes les parties prenantes. Merci. Alors, l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques que vous dirigez, Ghislaine Verriette-Leblanc, travaille depuis plus de 20 ans sur les risques naturels et est une référence dans le domaine. Plus récemment, vous venez d'ajouter les risques technologiques à vos missions, notamment dans le cadre du plan Tous résilients face aux risques porté par le ministère de la Transition écologique. Est-ce qu'il y a des démarches ces 20 dernières années dans le monde des risques naturels qui ont été utilisées pour mieux sensibiliser les populations et qui pourraient marcher, qui pourraient être transférés avec bonheur ou au moins avec potentiel dans le secteur des risques industriels? Puis, est-ce que, on voit que vous avez une démarche un peu conjointe entre les risques technologiques et les risques naturels, quels sont les atouts et les inconvénients de cette approche globale? Est-ce qu'ils vont quelque part permettre d'ouvrir un espace de réceptivité plus important pour l'ensemble de ces risques majeurs, au niveau de la population, je veux dire? Merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour l'invitation et bon anniversaire également à l'ICSI. Alors oui, déjà on a des constats communs et bravo pour la petite vidéo introductive et celle d'avant qui sont extrêmement pertinentes. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'au niveau de la communication et du développement de la culture du risque, qu'elle soit culture du risque industriel ou culture du risque naturel, c'est quand même un sujet d'une mobilisation pluridisciplinaire. Nous sommes certains spécialistes, d'autres experts de ces thématiques, mais communiquer, se faire entendre, se faire comprendre, favoriser l'appropriation par les citoyens nécessite une technicité. Je crois que c'est Marc Senand qui le disait dans la vidéo. Effectivement, s'entourer de sociologues. Alors moi, je suis particulièrement bien entourée sur cette table ronde puisque j'ai à la fois un sociologue et un communicant, journaliste et vulgarisateur. Et je pense que cette réponse plurielle pour une communication efficace et le développement de la culture du risque est d'une part indispensable et on en tire en tout cas des enseignements malheureux ou des réussites sur les risques naturels qu'on peut transposer aux risques technologiques. On le voit également face à un accident technologique ou à un événement naturel. Bien sûr, on a une réponse collective, mais on est tous des individualités différentes avec certaines sensibilités. Et en matière de développement de culture du risque, il va falloir multiplier les vecteurs, les porteurs, les formats de messages, les tons également. Tout à l'heure, sur le grand témoin, on était tous en suspens et finalement interrogatifs par rapport à cette image de la moitié de la salle qui disparaîtrait d'ici la fin de l'année. Si on fait le pont avec la culture de la sécurité routière, on sait que les images choquent, la peur, ça peut aider à développer la culture du risque chez certains. On l'a beaucoup travaillé également sur les inondations. L'humour peut également marcher, le jeu chez les plus jeunes. L'art peut interpeller. Y a-t-il un porteur de message? C'est ce qu'Alban Bruno disait. Je pense que les porteurs sont pluriels et que certains porteurs sont légitimes, d'autres sont plus crédibles au niveau de la population. Et il faut travailler là-dessus. Sur la culture du risque et cette communication, cette sensibilisation qu'on veut faire, faut
quand même avoir aussi, je pense, on en a tiré quelques leçons sur les risques naturels et c'est valable sur l'ensemble des risques majeurs, faire un diagnostic sur la communication aujourd'hui. On a un flux extrêmement dense dans lequel on a du mal à s'y retrouver. Quelles sont aujourd'hui les habitudes en matière de communication des populations, quels sont les usages qu'ils peuvent faire des réseaux sociaux, les envies, les rejets également qu'ils peuvent avoir. Tout à l'heure, Marc Senand donnait un chiffre sur une enquête qu'il a pu mener. On a également mené des enquêtes au niveau national où on voit que 70% des Français sur 10 000 interrogés attendent de l'information, notamment sur les conduites à tenir, et se sentent en partie démunis. Tout à l'heure, sur la partie facteurs humains organisationnels, on parlait de prévention intégrée. Je crois que la culture du risque doit être également intégrée. Il faut faire de la communication monorisque, mais il y a des points communs, des synergies à avoir. Et puis, les citoyens que nous sommes, on vit dans une globalité, on a tous des contraintes et des intérêts. Et donc, voir le bénéfice que peut avoir certaines anticipations pour du multirisque ou du confort au quotidien également est importante. Et je dirais jouer sur l'émotionnel, aller chercher les émotions de chacun par de la simulation, de la mise en situation, du partage du vécu est important, et pouvoir s'identifier au travers de maquettes, se dire oui, c'est comme chez moi en fait, je peux faire ça, se positionner sur une carte et faire des analogies est également importante pour que les gens soient convaincus de leur pouvoir d'action. Merci. Alors on voit déjà que la sociologie a été convoquée plusieurs fois. Il y a un avenir du sociologue dans les risques industriels, des carrières qui vont venir. Pierre Lesnel, vous êtes sociologue et plus particulièrement, vous avez participé à 2 études sur les perceptions des populations par rapport aux risques industriels et aux sites industriels qu'ils avaient à proximité. La première, c'était en 2007 à Fezin, qui est à l'origine de la conférence riveraine dont on a vu des témoignages dans la vidéo. Et la deuxième, c'est plus récemment, en 2022, à la métropole Rouen-Normandie. Donc on change d'échelle, une très grande métropole face à une multitude de sites Seveso. Est-ce que vous avez vu des différences dans les résultats autour de ces 2 recherches? Et puis plus globalement, est-ce qu'il y a des tendances lourdes que vous pourriez partager avec nous sur ces 2 études? Alors, bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation et merci de faire appel autant à la sociologie. Je parle pour moi et pour mes collègues. C'est très rare d'entendre autant de demandes de sociologie dans le monde qui nous occupe. Alors, avant de répondre un petit peu concrètement à votre question, je voudrais évoquer Ulrich Beck, donc sociologue du risque, qui proposait, pour comprendre ce qui se passe dans nos mondes contemporains, au fin 21e, début 21e, un paradoxe. D'une part, les progrès scientifiques et techniques participent d'une meilleure maîtrise des dangers industriels, et c'est incontestable, mais dans le même temps, ils sont aussi à l'origine d'innovations qui font planer de nouvelles menaces sur nos sociétés. Et tout se passe comme si, dans mes enquêtes, alors là c'est un point de vue un peu méta que je vous partage, mais tout se passe comme si, dans mes enquêtes, les populations, la société civile, les riverains, avaient un peu ce sentiment, partagé ce sentiment, consciemment ou inconsciemment. Donc maintenant, de manière un peu plus concrète et empirique, donc je vais vous mentionner les 5 thèmes principaux qui étaient résultats de l'enquête des Fezin, donc 2007, 2008, 2009, qui ont contribué à la mise en place de la conférence riveraine. Première thématique très centrale, la communication sur les consignes de sécurité. Que faut-il faire lorsqu'il y a un accident industriel? Deuxième point, la communication sur les risques d'accident. À quelles conditions y a-t-il des risques? Troisième point, je vais très vite parce que le temps défile, la sécurité et le contrôle sur la sécurité. Sous-entendu, il faut vraiment s'occuper de qu'est-ce que fait vraiment l'industriel sur la question du contrôle de la sécurité. Quatrième point, le risque chronique, et je vais y revenir, environnemental et sanitaire. Cinquième point, le rôle de l'industrie dans l'économie locale. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce que j'ai pu entendre à Fezin dans une dimension à Rouen, pardon, dans une dimension beaucoup plus large? En fait, c'est plutôt la constance qui marque le rapport des populations à ces questions, constance qui est vérifiée par d'autres études que je n'ai pas menées, mais que j'ai pu consulter. Il y a une demande très forte aujourd'hui de savoir ce qui se passe vraiment de l'autre côté des murs de l'industriel, mais avec une tonalité différente que celle que j'avais entendue à Fezin. Fezin, c'était beaucoup du côté de « il faut contrôler ».
Là, j'ai plutôt entendu quelque chose de... On a envie de savoir ce qui se passe du côté de l'activité. Que font vraiment les salariés de l'industrie? Donc une idée plutôt de vouloir s'approprier aussi, dans une idée de partage, ce que font, ce que produisent vraiment les industriels et comment ils le produisent. Donc un intérêt pour l'activité. De ce point de vue-là, enfin, tout ce que j'ai beaucoup entendu fait beaucoup écho aux propos de François Dianelliou tout à l'heure, du grand témoin, sur le rapport au silence. Il y a quelque chose, on ne veut plus du silence des industriels. Donc l'industriel est là, il est nécessaire, il crée de l'emploi, il n'y a aucun problème. Il y a une acceptation nécessaire de sa présence. Il y a un intérêt très fort pour les questions de santé, qui était déjà présent lors de l'enquête de Fusain, mais là c'est beaucoup plus fort. Comme le dit Marc Sénan dans la vidéo, il y a un intérêt très fort pour l'articulation entre la question de la santé et la question de l'environnement. Il reste toujours une certaine méfiance, il faut bien le dire quand même, vis-à-vis des industriels. Bon, une méfiance un peu historique, je dirais. Alors, dans la nouveauté, donc c'est l'articulation santé-environnement qui est beaucoup plus forte qu'il y a 15 ans. Ce qui est peut-être encore un peu plus nouveau aujourd'hui, et malheureusement, c'est une défiance très forte vis-à-vis des politiques en général. Comme il a été dit aussi dans la vidéo, l'élu s'en tire plutôt mieux. L'élu local tire mieux son épingle du jeu, si je puis dire. Donc il faut essayer de s'appuyer sur lui. Et enfin, une demande d'expertise scientifique sur les conséquences à long terme des éventuels accidents qui sont d'une certaine manière acceptés. Il y a un fatalisme de ce point de vue, comme l'a dit tout à l'heure François Dianelliou, on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le prochain accident industriel. Mais ce fatalisme, pour moi, il est à lire de manière très positive, au sens que c'est peut-être ce qui peut permettre le socle d'une véritable culture du risque industriel. C'est sur ce fatalisme qu'il faut s'appuyer pour construire une culture du risque industriel. Enfin, pour terminer, par rapport à la question du risque et de l'accident qui peut arriver, où les riverains demandent d'être préparés de manière très pratique à qu'est-ce qu'on fait quand il y a un accident, là il y a un gap et pour moi il y a un espace à travailler. Dans certaines petites mairies autour de Rouen, les riverains disaient beaucoup « Oh là là, mais en fait on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas. Et d'ailleurs la mairie ne fait rien pour que nous sachions ce qu'il faut faire. » Et à côté, il y avait l'adjoint au maire qui était là, qui disait et qui développait, qui expliquait aux riverains tout ce que la mairie faisait pour avoir une connaissance de ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc là, il y a un espace de travail, il y a un gap pour l'instant, en tout cas dans certaines communes, et il y a vraiment quelque chose à travailler. Bon, merci. Merci. Alors vous êtes tous exprimés sur les avancées, puis aussi les limites des actions menées depuis 20 ans pour développer les liens entre risques majeurs et territoire. Allons-y gaiement vers l'avenir. Quels seraient les challenges à relever, les principaux défis à relever pour progresser sur ce sujet qui est difficile? Alban Bruno, je me tourne vers vous. Vous avez entendu les constats du sociologue, notamment par rapport aux attentes des citoyens et les relations qu'entretiennent les populations avec leur site à risque. Est-ce que vous, qui êtes maire d'un territoire où il y a aussi une grosse installation industrielle, vous partagez ces constats, vous en voyez différents? Et qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous, pour améliorer les choses? Alors, les constats, merci pour ce travail de sociologie. Je les partage totalement. C'est ce que j'observe aussi. Ça fait plus de 20 ans que je suis élu sur cette commune. J'y ai grandi. J'ai vu les évolutions en matière de risque industriel, de pollution industrielle, où on ne peut pas nier qu'il y a eu des évolutions. Vous l'avez noté, il y a eu des progrès. Cela dit, la défiance des populations augmente. Et il est vrai que les communes, les collectivités font un travail d'information, de prévention en direction des populations qui n'est pas forcément acquis. Enfin, on a l'impression que les populations, c'est pas le sujet. Mais le sujet est là quand il y a un problème, quand il y a une pollution. Et c'est là où il faut pouvoir montrer notre capacité de manière objective à faire voir la réalité du fonctionnement et des dysfonctionnements qu'il peut y avoir au niveau des industries. Et en cela, moi je pense qu'il serait utile, et d'ailleurs certains territoires le développent, qu'on puisse disposer, vous l'avez dit, de données objectives et avec la mise en œuvre d'observatoires santé-environnement à proximité de ces activités industrielles pour avoir une vision à long terme. Et je pense que si on avait eu ces observatoires santé-environnement il y a 20 ans, par exemple, et ben peut-être qu'on serait en capacité de montrer, là, aujourd'hui, que les activités industrielles progressent,
que les choses avancent. Mais comme ça a été dit sur l'atelier précédent, il faut toujours et encore travailler pour aller vers du mieux-être. Mais en tout cas, c'est vrai que la défiance des populations est importante. Et ce qui m'inquiète un petit peu dans les éléments qu'on vit aujourd'hui, je vois dans l'agglomération havraise, on vient de nous imposer un peu à marche forcée un terminal méthanier qui vient de s'installer dans le port du Havre. Et on s'est un petit peu dédouané de toute réglementation ou un peu à la va-vite. Et là, faut faire attention parce que ça vient renforcer l'idée dans les populations qu'ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent. Et ça, c'est important. Et je vois bien que les populations, lorsqu'il y a un événement, se questionnent beaucoup plus. Et il faut qu'on puisse travailler à leur donner des éléments objectifs pour l'acceptabilité des activités industrielles et puis pour la suite. Merci. On vient d'évoquer l'importance de l'échelon local pour favoriser une meilleure inclusion des populations, un rapport un peu plus pacifié, une meilleure confiance. Arnaud Gosman, quelles seraient vos propositions, vous, pour faire avancer les choses, pas forcément seulement au plan réglementaire? Alors encore une fois, je ne suis que juriste, hein, donc les propositions doivent venir des citoyens, des élus. C'est d'abord d'eux que j'attends évidemment les propositions pour demain. Je fais juste quelques constats. Le premier, c'est qu'encore une fois, le droit intervient à la suite d'autres évolutions politiques, mais on a parlé de la culture du risque, on a parlé de la culture du dialogue, ça ne s'impose pas de cette manière-là, et il faut d'abord développer ça. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des textes, si vraiment je ne prends que les textes, le constat est celui de leur complexité. Et il va créer des malentendus, c'est-à-dire des personnes qui vont participer à des commissions locales, à des enquêtes publiques, à des réunions de concertation, mais qui se méprennent peut-être sur l'objet de ces réunions, sur leur pouvoir exact, sur le degré d'information qu'ils peuvent en attendre, et ça crée des frustrations. Et l'actualité en est malheureusement l'exemple. Je prends l'exemple de la 69, qui est un exemple typique d'échec démocratique collectif d'un projet qui a été soutenu par des élus, qui a obtenu des autorisations. Les recours ont été rejetés par le juge et pourtant on voit bien que l'État ne peut pas se limiter simplement à faire ce constat-là et il y a un moratoire qui vient d'être décidé. Enfin, temporaire, mais bon, mon sentiment est quand même que ça risque de durer. La deuxième chose, c'est que le droit aujourd'hui, c'est un droit qui est un peu ancien. Je vous donne un exemple, la démocratie numérique. Aujourd'hui, des gens qui ont du temps à consacrer en pleine journée pour aller à 14 heures déposer des observations dans un registre, il y en a de moins en moins. Dans les associations de défense de l'environnement, c'est la même chose. Le militantisme se fait de plus en plus en ligne. Les débats ont lieu sur les réseaux sociaux, certes de manière parfois tout à fait anarchique, mais c'est comme ça. Et donc il faut tenir compte aussi de cette réalité. Et quand on voit certaines procédures de participation en ligne, ça donne un peu le sentiment d'être du temps des dinosaures. Juste, vous pouvez laisser un commentaire, on ne sait pas trop ce qui va en devenir, on ne sait pas si votre avis sert juste à enrichir une décision déjà prise ou pas. Enfin, les sentiments qui s'expriment sur ce type de participation en ligne sont quand même assez mitigés de mon point de vue. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire au final? Moi, je dis juste que je suis un ancien du Grenelle comme Marc Senan. Et lors du Grenelle, on s'était mis d'accord pour, je me répète, créer cette démocratie environnementale, ce dialogue environnemental que je pourrais développer, mais je n'aurai pas le temps parce que mon temps est compté, à l'image du dialogue social. Je me répète, mais ce qui s'est fait en droit du travail, on l'attend maintenant en droit de l'environnement et malheureusement, on ne l'a toujours pas fait. Ça ne veut pas dire à nouveau créer des commissions, des procédures de participation, etc. Ça veut dire se poser les questions que je disais tout à l'heure, que j'énonçais tout à l'heure. Ça sert à quoi? On le fait avec qui? On le fait comment? À quel moment d'avancement du projet ou très en amont? Quelle est la place de l'élu dans ce processus-là aussi? Il ne s'agit pas de le concurrencer. Voilà, ce dialogue environnemental qui est une réalité qui réclame la réforme du CESE, des Césaires, enfin bref, de toutes ces institutions pour les mettre en articulation notamment, parce qu'on a aussi des phases et des procédures qui ne correspondent pas entre elles. C'est un immense chantier. Je rêverais qu'on s'y attelle enfin. Merci. Ghislaine Verrier-Leblanc, votre structure, la FPCNT, vise avec d'autres acteurs du domaine à renforcer la culture du risque et de la résilience sur les territoires. Quels sont
le plan de travail que vous avez défini, les principaux défis qui vous semblent à mettre en œuvre pour répondre à ce besoin qu'on a vu aujourd'hui difficile, mais nécessaire. Alors les défis, il y en a beaucoup. Je crois que certains ont été suggérés également dans la vidéo qui nous a précédés. On a la chance en France d'avoir quand même un corpus réglementaire, technique, des outils, une expérience sur la prévention des risques qui est assez notable. Mais on voit aujourd'hui que le tout descendant et la non-territorialisation des choses commence à montrer ses limites. Donc je crois que partir de la cible, partir des territoires, c'est vraiment le défi qu'on doit tous avoir pour écouter finalement et s'adapter aux contextes locaux en matière de développement de la culture du risque. On a tous des constats, je crois que le monsieur nous a exposé son enquête de sociologie qui était particulièrement intéressante, Marc Senan l'a évoqué dans la vidéo. Je pense qu'il faut passer à l'action, nous sommes déjà passés à l'action, mais il faut renforcer cette action et surtout en mesurer la performance. On a fait des choses par le passé, on est en train d'innover. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tester, d'expérimenter, de se tromper, parce que vous le savez, dans les FOH et dans la sécurité industrielle, se tromper, c'est également rentrer dans une amélioration continue. Mais il faut qu'on se donne les clés pour mesurer la performance de ces actions de culture du risque. Est-ce que finalement ce qu'on fait est efficace ? Comment améliorer l'efficacité? Est-ce qu'on ancre finalement les choses dans la nouvelle génération et sur du long terme? Je pense qu'on a encore des questions ouvertes. On parlait de défiance de la population, c'est vrai. Il y a des porteurs légitimes qui ne sont plus crédibles aujourd'hui. Il faut s'appuyer sur des relais locaux, des ambassadeurs citoyens, des sentinelles sur les territoires, des comités de quartier. Il y a partout en France un grand nombre d'associations. C'est vrai que l'engagement associatif est faible. Dans l'enquête que je citais tout à l'heure, moins de 6% des personnes nous disent être engagées dans une association et pas forcément de protection de l'environnement ou tournées vers les risques. Donc je suis assez d'accord, il faut inciter à l'engagement citoyen, il faut redonner également du sens et retrouver un lien en l'environnement. On voit que les gens, et nous sommes de plus en plus égoïstes et autocentrés, quelle est notre place dans notre territoire, notre lien à nos entreprises, à l'industrie, qui est peut-être source de risque, mais qui est source d'emploi. On voit que la relation au travail a évolué. Sur le territoire français, on a plein d'associations qui développent du lien social sur lesquels on peut s'appuyer, qu'on peut former, sensibiliser, identifier des potentiels aussi d'associations, langue étrangère, sportives, qui pourraient concourir en cas de crise. Et puis les défis de demain, c'est quand même la nouvelle génération. Donc je crois former, éduquer, sensibiliser les jeunes pour qu'ils soient plus résilients que nous, c'est important. Et puis ne pas vouloir réinventer. On a des pays au niveau international qui ont une expérience. Il y a malheureusement des catastrophes, des événements qui se sont passés, dont on peut tirer des enseignements riches sur les comportements et la façon de mieux communiquer. Merci. Pierre Lenel, on va terminer avec vous en 2 mots, si vous permettez, en étant bref. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'apport potentiel de la sociologie à la prévention des risques ? La question est vraiment difficile. Alors, je ne vais pas faire semblant de savoir et d'y répondre véritablement. Pour répondre sérieusement à cette question, il faut quand même placer les éventuelles réponses dans le cadre des rapports entre science et politique aujourd'hui, qui n'est pas bon du tout. Voir la polémique récente à l'occasion de la réforme des retraites entre Hervé Lebras et le gouvernement, voir aussi le rapport entre la science et le politique à l'occasion de la Covid. Donc c'est pas très bon. Alors, trois leviers. Le premier levier, la question de l'interdépendance. En réalité, un certain nombre de sociologues développent la notion d'interdépendance, d'hybridation. On peut penser à Bruno Latour, par exemple. Je veux dire par là qu'il faut arrêter d'opposer les savoirs, arrêter d'opposer la technologie au savoir riverain, arrêter d'opposer les sciences dures aux sciences molles. Nous sommes réellement, depuis très longtemps, dans un mode hybride. Bruno Latour dit « nous n'avons jamais été modernes », c'est-à-dire que nous avons toujours intriqué un certain nombre de savoirs. Donc il ne faut pas opposer les industriels et les autres, l'industrie et l'humain. En fait, nous sommes tous peu ou prou industriels, et même les industriels parfois sont peu ou prou humains.
Donc, je veux dire par là qu'il faut accepter la complexité, accepter l'imbrication. C'est au niveau de l'éducation, ça se passe à l'école, ça là aussi. Il faut développer le savoir de l'imbrication des écoles. Et en France, on n'est pas très bon pour ça. La culture scientifique en France est très faible par rapport à d'autres pays. Donc je veux dire par là qu'il faut accepter, on parlait de nouveaux concepts dans la vidéo de présentation de l'ICSI, de la FONCSI tout à l'heure, une vidéo initiale, nouveaux concepts d'hybridation. Il faut s'approprier cela. Et si on s'approprie cela, on pourra commencer à mettre véritablement en œuvre le deuxième levier, qui est celui du diagnostic partagé. Donc là, je fais un peu la pub pour Faisin, mais il me semble que Faisin a marché, continue de marcher d'ailleurs. Et il faut aussi évoquer Odile Piriou, avec qui j'avais travaillé sur Faisin. Faisin, c'est un truc de concertation novateur. C'est pas juste de la consultation, c'est de la concertation. C'est de la démocratie pratique raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes engagées dans ce dispositif seulement ceux qui sont concernés par les décisions peuvent prendre part aux décisions. C'est une banalité, mais c'est pas si évident. C'est très loin du descendant que vous évoquiez. Prennent part aux décisions ceux qui sont concernés concrètement par ces décisions. Bon, donc ça me paraît un levier important. Juste si vous pouvez conclure, parce que vraiment qu'on laisse du temps pour... Je conclus juste sur la question de l'activité de la construction en commun. Pour construire du commun, il faut faire des choses ensemble, concrètement. Voilà. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Fred Courant, qui est notre grand témoin. Vous avez coordonné une grande mission autour de la culture du risque à la demande du ministère de la Transition écologique. Quelle est votre réaction tout simplement aux débats qui ont eu lieu? Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou pistes à apporter? On pourrait le prolonger longtemps, ce débat, il est passionnant. Je voudrais juste, d'abord bonjour et merci pour votre invitation. Je voudrais juste resituer les choses. Moi, je suis pas du tout un spécialiste des risques au départ et pas des risques naturels et des risques technologiques. Je reste un journaliste et on m'a demandé à un moment donné de présider une commission avec des scientifiques, avec des gens de terrain qui agissent sur les risques. Et on a fait un travail pendant 6 mois qui était passionnant et je suis resté dans mon rôle de journaliste, c'est-à-dire j'écoute les gens, j'écoute ce qu'ils ont à dire et j'essaye de le restituer derrière le plus honnêtement possible avec éthique, parce que ça existe encore un petit peu dans notre métier quand même. Mais malgré tout, j'ai rencontré l'industrie dans mon métier de journaliste scientifique en allant faire des émissions dans certaines industries. Il y a quelque chose qui m'a toujours mis la puce à l'oreille quand même, alors qu'on n'était quand même pas un magazine d'investigation, hein, on est plutôt dans le pédagogique. C'était pas facile de rentrer dans une industrie. C'était pas facile d'expliquer, de dire, on veut juste expliquer comment ça marche une centrale nucléaire ou une raffinerie. Ah ouais, mais on va vous écrire le scénario. Non. Et là, je me dis qu'il y a un petit truc qui va pas du côté de la transparence quand même qu'il faudra améliorer. Mais pour en revenir au rapport, il y a quand même, je vais être très très pragmatique, hein, les choses qui marchent pas et essayer de garder du temps pour les solutions. Est-ce qu'il faut, je pense que c'est du côté du contrôle, ces commissions de suivi de site, je crois qu'on les appelle comme ça. Le citoyen s'y sent très mal à l'aise, vous vous rendez compte, vous? C'est normal qu'il n'y aille pas, ils sont convoqués par le préfet, il n'y a que des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires qui sont là, et nous, ils nous disent, on est mal à l'aise et on se sent inutile. Et ça, je pense qu'il faut les écouter là-dessus. Donc, ces commissions-là, je pense qu'il y a du boulot à faire dessus. Enfin, quand je dis je pense, hein, j'enlève le jeu. Nous, on pense qu'il y a un gros travail à faire dessus. Et il y a eu des exemples très intéressants à Faisin qui ont été faits et qui semblaient marcher, qui impliquent beaucoup plus les élus. Encore une fois, c'est vous qui allez devoir vous mettre un petit peu. Mais vous êtes du lien entre les citoyens, c'est indispensable, et entre les entreprises qui sont sur votre territoire, les citoyens, vous êtes du lien. Et ça vous incombe encore un peu. Hein, donc voilà. Donc là-dessus, il y a du travail à faire. Il y a un autre point que je voulais soulever. Ça, c'est indispensable. C'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure. Et nous, on le voit. Et moi, je le vois aussi très concrètement dans mon métier. Il faut permettre aux citoyens de rentrer dans les industries. Il faut multiplier les journées portes ouvertes. Mais il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Alors, c'est pas simple, hein, parce qu'on sait qu'il y a certains domaines industriels qui ont des opposants en face, des associations, et le dialogue, il se fait mal. Donc, il faut choisir des médiateurs. Mais il faut ouvrir
les portes des entreprises, et pas seulement pour évoquer le risque, pour dire, bah voilà, parce que les citoyens sont curieux, ils ont envie de savoir aussi ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a derrière un mur? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ben, il faut raconter tout simplement aux gens, et les gens sont pas bêtes, ils peuvent tout comprendre. Il faut leur dire, bah voilà ce qu'on fabrique, voilà comment. Et puis à un moment donné, viendront les questions qui se poseront sur les risques, que ce soit des risques chroniques ou des risques accidentels. Donc ça, c'est un deuxième point qui me paraît important, qui nous paraît important. Et puis, il faut faire toucher du doigt le risque. Malheureusement, on l'a vu, et tous les élus le savent très bien, c'est là où il y a eu des catastrophes dans le domaine naturel que les gens sont le plus mobilisés et prennent conscience de ce qu'il faut faire. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Tant qu'on n'a pas vécu le risque, on s'en sent éloigné. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire péter des raffineries, c'est pas le but, mais sans doute de faire beaucoup plus d'exercices dans les conditions les plus réelles possibles. Ça, c'est du très pragmatique, du très concret, mais les gens seraient déjà rassurés parce que la plupart de ceux qu'on interroge ne savent même pas ce qu'ils doivent faire quand il y a une alarme. Donc là, il y a un travail très très concret sur le terrain. Après, pour l'avenir, on peut être plutôt confiant parce qu'on voit très bien qu'il y a des réunions qui se multiplient, des professionnels qui parlent de plus en plus entre eux. Il y a sans doute quelque chose qu'il faut faire, c'est qu'il y a plein de belles idées qui mûrissent dans plein d'endroits de France. Et on a l'impression souvent que les gens ne se parlent pas beaucoup ensemble, alors qu'en discutant avec leurs voisins, ils pourraient se dire « mais moi j'ai essayé ça, et ça marche », ou « ça, essaye pas ça parce que ça marche pas très bien », ou « essaye », et créer un échange, mutualiser. Et on a plutôt l'impression qu'actuellement, dans le domaine du risque en général, chacun bosse un peu dans son coin, chacun peut-être aussi certaines fois préserve un petit peu son précaré. Il faut mutualiser parce que le seul objectif déjà, c'est de sauver des vies. Et puis après, ça va servir absolument à tout le monde et tout le monde peut s'apporter des bonnes idées. Alors, peut-être que je pêche par optimisme en disant ça, mais nous, on y croit et c'est pour ça qu'on a remis un rapport dans lequel on voulait qu'il y ait simplement 10-12 propositions pour pas se noyer dans plein de choses. On a essayé d'être le plus concret possible, mais il y a plein de choses à faire et c'est le moment de le faire. Et comme disait Ghislaine tout à l'heure, ouais, maintenant, faut agir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour vos différentes interventions.